Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des concours AST pour intégrer Schema Business School. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes ici sur le campus du Grand Paris de Schema Business School avec Denis Boissin qui est le directeur du programme Grande École. Bonjour Denis. Bonjour, ravi de vous accueillir sur le campus. Avec plaisir, vraiment magnifique campus. Si vous avez l'occasion de passer pour les oraux, n'hésitez surtout pas. Et nous avons également Mathieu Cross avec nous qui est étudiant en M2 à Schema Business School. Salut Bonjour. Mathieu. Salut tout le monde. La slide du sommaire va s'afficher. On va vous présenter le concours et surtout vous donner énormément de conseils et de statistiques concernant ce concours afin que vous le réussissiez au maximum. On verra dans un premier temps le calendrier, les frais d'inscription, les statistiques, les épreuves d'admissibilité, les épreuves orales et on terminera par les 5 raisons de candidater à ces concours AST, que ce soit AST 1 ou AST 2 que l'on a sélectionné avec Joachim. Mais commençons dès à présent avec le calendrier et les frais d'inscription. Jingle. Alors Monsieur Boissin, on a sur la slide qui s'affiche l'ensemble des dates qui sont importantes. Donc pour les candidats qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre pause et à bien marquer sur une feuille, en gros en rouge, les dates importantes qui sont les dates d'inscription, les dates de clôture des candidatures, les dates de remise des tests de score sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Ce qui est vraiment très important, Monsieur Boissin, vous nous le disiez en off, c'est qu'on ne dépasse pas la date. Quand il y a une date, c'est la date. Et nous, le conseil qu'on a à donner à tous les candidats qui nous regardent, c'est de surtout ne pas s'y prendre au dernier moment. Vous avez une clôture, par exemple pour le CV en ligne qui est le 14 mars. Ne vous mettez pas à réfléchir à votre CV le 13 mars. Parce que, premièrement, vous allez avoir beaucoup moins de recul pour faire quelque chose de bien. Et deuxièmement, vous allez avoir un site qui est totalement embouteillé par tous les retardataires. Et chaque année, on reçoit des centaines de messages qui nous disent « j'ai pas réussi à me connecter », etc. Faites ça tranquillement pendant les vacances de février ou faites ça pendant votre période après partiel en janvier. Faites ça quand vous avez du temps et ça va vous dégager de la visibilité et ça va vous permettre de vous organiser. Je sais que je suis inscrit pour mes concours, ça me donne de la motivation supplémentaire pour aller réussir mes tests derrière. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça et à ce respect des deadlines de manière générale? Non, vous avez effectivement identifié les points essentiels. Une date, c'est une date. Alors peut-être aussi, pour aller un peu dans le off, l'équipe concours du programme Grande École, ce sont 6 personnes. Donc on peut démarrer un dossier et le finir, le valider 6 semaines plus tard. Donc démarrer un dossier, ça n'engage pas à le terminer. Donc on peut le démarrer le plus tôt possible. On prend conscience des pièces qu'il va falloir réunir. Et puis surtout, moi, dès qu'un dossier est validé, quelqu'un de l'équipe va le vérifier. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Donc si le 15 février, on voit qu'il manque une pièce ou qu'il y a une feuille qui n'est pas lisible ou qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être détaillé, on a le temps de le dire au candidat. Alors que le 13 mars, on n'a pas le temps de le dire. Donc si j'ai rempli mon dossier, qu'il est complet, que quelqu'un de votre équipe se rend compte que je n'ai pas uploadé le bon document au bon endroit, là on peut rectifier le tir. Exactement. Si c'est le 13 mars pour le 14, tant pis, et dans ces cas-là, ma candidature sera annulée. Et si c'est validé au moins. Et voilà, on est C'est ça qui est bien. Et on Il y a serein. une vérification en janvier, février si vous y prenez en amont. Et au moins, si c'est bon, vous êtes rassuré. Il n'y a pas d'angoisse par rapport à ça. Question spécifique peut-être sur les tests d'anglais et de tests de logique qu'on peut remettre après la deadline. On a marqué une date. Après le 14 mars. Après le 14 mars, donc on a mis 21 avril et 22 avril. On est bien d'accord que c'est la date limite de transmission du score, ce n'est pas la date limite de passage du test. Exactement, c'est très important de bien faire la différence entre les deux. Alors il faut aussi les distinguer. Le test d'anglais doit nous être envoyé par le candidat. Un candidat peut passer plusieurs tests, donc il peut avoir déjà des scores qu'il met dans son dossier et puis se dire je vais en passer un autre et on verra. Et nous on gardera le meilleur, donc il n'y a pas de stress à avoir. Par contre sur les tests TAGE, il faut savoir que c'est la FNEJ qui nous envoie directement les résultats. Donc là il faut s'assurer que la date de passage du test TAGE soit cohérente avec la date de remise du score. Mais il n'y a pas une action directe du candidat. Donc il faut compter grosso modo une quinzaine de jours pour avoir votre score si vous voulez pouvoir l'envoyer avant la date limite à Schema. Donc prévoyez une quinzaine de jours, donc 2 semaines grosso modo, en moins par rapport aux dates limites de test de tâche 2 et de tâche mage. Très clair. La slide suivante va s'afficher. Donc là, c'était la première partie des concours jusqu'aux épreuves d'admissibilité. Et ensuite, vous avez vos résultats d'admissibilité qui vont tomber le 11 mai. Et là, on vous conseille de prendre très rapidement rendez-vous pour passer vos oraux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui vont vouloir réserver leur créneau. Et plus vous réservez rapidement, plus vous avez des créneaux disponibles. Point très intéressant, cette année, je peux passer mes oraux à Lille, à Sophia Antipolis, proche de Nice, et également sur votre nouveau campus à Paris, ultramoderne, flambant neuf, et profiter de la terrasse. Tout à fait, sauf que vous avez raison, il faut prendre rendez-vous. Premier arrivé, premier servi.
il n'y aura que 5 jours d'oraux sur le campus Grand Paris dans le cadre du concours AST cette année du 7 au 11 juin. Et c'est forcément en présentiel, quel que soit le campus choisi. Tout à fait. Et ça, c'est plutôt un point fort parce que ça permet de découvrir déjà les infrastructures dans lesquelles on va ensuite être étudiant et découvrir l'ambiance, parler avec les étudiants, l'équipe d'admisseurs, ce qui nous donne énormément d'informations sur la vie étudiante et la vie académique dans l'école. Chaque année, on reçoit, et avant même la crise sanitaire, des demandes de candidats qui souhaiteraient passer leurs oraux à distance. Ça n'a pas de sens. Vous avez certainement vécu vous-même les oraux. Vous savez qu'on s'imprègne aussi des valeurs, de l'ambiance de l'école, quelle que soit l'école qu'on vit. C'est important de passer ces quelques journées, ces quelques heures plutôt, sur un campus. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous invitez les candidats à venir passer une journée complète sur votre campus. On ne va pas passer une journée complète d'oraux, sinon ce serait un peu dur. Mais on a des intercalaires pendant lesquels on peut revoir notre CV projectif, pendant lesquels on peut discuter avec des étudiants qui sont en asso, etc. pour vraiment s'imprégner de l'ADN de Schema. Et on va même un petit peu plus loin, on accueille même la veille au soir les candidates et candidats qui le souhaitent, alors qu'ils ont les épreuves le lendemain. Donc on les reçoit sur le campus, ils s'approprient les lieux, c'est là que tu passeras ton oral, c'est là que... Et puis on les accueille même le lendemain matin. Certains restent la nuit et reviennent le lendemain matin pour être plus décontractés. Ils ont passé leurs épreuves et puis ils viennent discuter, comme vous le disiez, avec les associations, les entreprises partenaires. Bon, vous l'aurez compris, vous bookez vos oraux le vendredi et vous faites ensuite un week-end à Paris, à Lille ou à Sofia. Blague à part, choisissez vite votre créneau parce que vous devez aussi l'intégrer sûrement dans un échelonnement qui sera propre à chacun. Et donc, il ne faut pas avoir les derniers créneaux disponibles, sinon vous allez vous retrouver peut-être avec des incompatibilités d'agenda. Un dernier point point, de détail, voilà, vous le sentiez, si vous me le permettez, il y a un mythe des fois qui circule. Il n'y a aucun lien entre le campus sur lequel on passe son oral et son campus d'affectation. Donc on n'hésite pas, on se dit tiens, moi j'irai plutôt à Lille, mais je ne connais pas Sofia, je passe mes oraux à Sofia et au moins je fais mon choix. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Et on choisit son campus une fois qu'on est admis de toute façon. Tout à fait. Les résultats, comme vous le voyez, c'est aux alentours de mi-juin pour vous, AST1 ou AST2. Donc AST1, on le rappelle, c'est pour les bacs plus 2. AST2, c'est pour les bacs plus 3, 4 et 5. Et dans la slide précédente, il y avait le lien d'inscription. C'est extrêmement simple. Je vous propose qu'on passe aux frais d'inscription parce que c'est extrêmement important. Donc la slide suivante va s'afficher. Pour les boursiers, c'est 100% gratuit. Les non-boursiers, 60 €. Donc soit pas de frais, soit des frais extrêmement faibles. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Qui est plutôt bien d'ailleurs. Alors, dans toute notre politique au sein du programme Grande École, on essaye de faire en sorte que la situation financière de nos étudiants ne soit pas un frein, notamment à la mobilité internationale. Donc, il est tout à fait logique pour nous d'en faire de même. On est sur une tarification assez symbolique, de dire je m'engage, mais sans gréver le budget d'un candidat. On est bien d'accord, on le précise, que ça inclut les écrits et les oraux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supplément à ajouter. Vous parliez tout à l'heure de l'accueil, la veille, etc. Tout ça, c'est inclus dans le prix. Exactement. Par contre, le logement lors des oraux reste à la charge de l'étudiant, mais là aussi, on négocie des offres de logement avec des tarifs assez symboliques. Très Bien clair sûr. pour cette partie, calendrier et frais d'inscription. On va à présent passer à la partie suivante concernant les statistiques des concours ST1 et 2. Jingle. Alors, Monsieur Boissin, donc la slide s'affiche. On a pris les statistiques qui nous ont été communiquées par Schema. Donc, vous voyez le nombre de places, le nombre de candidats, d'admissibles, le rang du dernier, la moyenne du dernier affecté ainsi que le rang des derniers affectés. Où on va faire un point de focus là-dessus pour rassurer nos candidats. Commençons déjà peut-être par le nombre de places. AST1 150, AST2 350. Est-ce que vous avez un commentaire à nous dire sur Non, ça? c'est exactement cette logique-là. Donc, c'est très cohérent pour nous. On maintient des AST1. Effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Les AST1 sont une richesse dans la promotion L3 et ils sont complétés par les 585 étudiants issus de classes préparatoires. Donc, on voit qu'il y a 350 places pour un nombre de candidats de 3700. Ne vous dites pas qu'il y a un candidat sur 10 qui est admis. C'est le nombre d'intégrés dans l'école quand on dit le nombre de places. C'est-à-dire qu'il va y avoir des candidats qui vont peut-être intégrer le top 3, qui vont peut-être intégrer les decks et qui, entre guillemets, vont laisser leur place à d'autres candidats. Est-ce qu'on peut leur expliquer un peu plus ce système? C'est le rang du dernier intégré finalement qui reflète ça quelque part. C'est-à-dire que pour mes 150 places en L3, le rang du dernier intégré est autour de 280. Donc ça veut dire qu'il y avait 130 autres personnes qui auraient pu être prioritaires et qui ont peut-être fait le choix d'une autre école. Donc, ce que vous devez retenir en termes de ratio, c'est rang du dernier affecté sur nombre de candidats. Et aussi avoir en tête que ça se joue en deux temps, c'est pas en un temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un dossier académique un petit peu plus light et qui justement un score décevant sur une épreuve de tâche 2 ou une épreuve de tâche mage ou sur une épreuve d'anglais peut tout à fait être, on va dire, admissible un petit peu ric-rac pour venir passer ses oraux et ensuite derrière complètement réussir ses oraux et rebattre les cartes.
Alors là, c'est même un point fondamental pour nous. Ça fait partie de notre philosophie, c'est-à-dire qu'on est une des écoles qui déclare énormément de candidats admissibles. Mais mathématiquement, le dernier des admissibles peut potentiellement intégrer. Et j'en ai chaque année. Les oraux sont essentiels dans l'admission à Schema et on y tient. On reparlera tout à l'heure des modalités des oraux plus précisément. Donc, comme l'a dit M. Boissin, il y a un candidat sur 2 qui a la chance de défendre sa candidature aux oraux. Vous voyez, nombre d'admissibles sur nombre de candidats. Donc, il faut absolument postuler. Pas d'autocensure, ne vous dites pas, oh là là, c'est une école qui est extrêmement ambitieuse, ça ne me correspond pas. Pas du tout. C'est vraiment un match entre votre ambition, votre projet pro, votre personnalité et ce qui est proposé par l'école. Donc, tentez votre chance, envoyez votre dossier, envoyez vos scores de test d'anglais et de tâche mage et de tâche 2, selon ST1 ou ST2, et c'est l'école qui vous dira on vous reçoit ou pas. Mais surtout pas d'autocensure, pas de plafond de verre, peu importe votre milieu d'origine, peu importe ce qu'on vous a dit durant votre scolarité. Les concours, c'est vraiment une remise à zéro. Vous repartez de zéro et c'est l'école qui vous évalue. Donc tentez votre chance et ensuite vous pourrez défendre votre candidature. On a vu aussi la moyenne du dernier affecté. Ça peut faire un peu peur, mais en fait pas du tout. La moyenne du dernier affecté à ST1, c'est 15,16 et à ST2, c'est 14,54. Il faut bien dire qu'il ne s'agit pas des notes académiques des études supérieures. On n'attend pas qu'un licence 2 ou un licence 3 ait 15 pour être admis. C'est l'évaluation globale du dossier ainsi que les oraux, où là, les notes sont extrêmement élevées. Dès qu'on veut un candidat, il faut bien le dire aux candidats qui seront admissibles, on leur met assez rapidement un 16, 17, 18, 19 parce qu'on le veut absolument dans l'école et l'attirer. Donc un 11 au dossier ou aux écrits avec un 17, on est très rapidement à 14-15 de moyenne en fait. Exactement. C'est vrai que les oraux ont un écart type beaucoup plus important, c'est l'épreuve la plus discriminante. On peut mettre du 1 sur 20 aux oraux, on peut mettre du 20 sur 20 aux oraux. Or, sur les bulletins scolaires, comme vous l'avez dit, sont très rares les étudiants avec 1 de moyenne ou 20 de moyenne. Bien sûr. Voilà. Donc c'est assez réaliste. Donc tentez votre chance. On est là avec Joachim pour vous conseiller tout au long de l'année sur les réseaux sociaux, en DM, en MP. Vous nous connaissez, n'hésitez pas à aller voir aussi les articles que l'on rédige par rapport à la préparation au concours sur le média Monsieur École de Commerce. Et ensuite, ça va le faire. surtout, allez voir la vidéo qu'on a tournée aussi avec Monsieur Boissin sur le PGE pour avoir un maximum d'informations et pour arriver au moment des oraux le plus préparé possible. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Arnaud, on passe à la suite ? Oui, on va passer en effet à la partie suivante. On va rentrer dans le vif du sujet concernant les épreuves d'admissibilité. Jingle. Les épreuves d'admissibilité, je suis un peu galéré, elles sont au nombre de 3. Un test d'aptitude, le tâche 2 pour les AST1, le tâche mage pour les AST2. Vous pouvez aussi passer le GMAT, mais honnêtement, à titre personnel, on vous conseille plutôt le tâche 2 et le tâche mage. Test en français qui est plus accessible du coup pour les candidats francophones. Et financièrement aussi. Et financièrement aussi, tant qu'à faire, et qui n'est pas sur ordinateur mais sur papier, donc on a l'habitude de ce format. Le test d'anglais au choix, le TOEIC Listening and Reading, si jamais vous allez sélectionner votre test, c'est le Listening and Reading, TOEFL IBT sur ordinateur, l'IELTS ou encore l'ICMS, si je prononce bien, ou l'ICMS. ICIMS, ok. À titre personnel, si vous avez déjà un très haut score dans un de ces sous-tests, vous l'envoyez. Mais si vous n'avez pas de score de test d'anglais, avec Joachim, on vous recommande de choisir plutôt le TOEFL. Pourquoi ? Le TOEIC. Le TOEIC, excusez-moi. Bien sûr. Le TOEIC Listening and Reading, pourquoi ? Parce que déjà, c'est le moins cher des tests. Donc financièrement, bien entendu, c'est un argument à prendre en compte. On vous recommande de le passer plusieurs fois pour maximiser votre score. Donc tout comme le tâche mage et le tâche 2, vous allez le passer 2 ou 3 fois. Ça sera la même chose pour le TOEIC. Réservez 2 ou 3 sessions et vous pouvez le faire durant le même semestre. Donc c'est 140 € en général à chaque fois. Renseignez-vous auprès du bureau de votre scolarité si jamais vous êtes en université. Généralement, ils proposent des sessions TOEIC à moitié prix. Et concernant le format du test aussi, il est plus accessible, il nous correspond plus en tant que candidat francophone. C'est du business, c'est du management, donc on a l'habitude de ce type de vocabulaire au cours de notre scolarité. C'est sur papier, il dure 2 heures, donc c'est beaucoup plus accessible en termes de niveau. En plus de ça, on a le niveau académique et le CV qui sont pris en compte. Et tout ça, ça forme un panel avec des vases communicants. On peut rater, entre guillemets, son épreuve de test de logique. Ça peut être compensé par un bon dossier ou inversement. Oui, vous et nous on peut aussi confirmez. réussir les deux, mais voilà. C'est toujours Voilà. mieux de réussir les 3. Mais sur le fond, effectivement, il n'y a pas de note éliminatoire dans aucun des tests standardisés, il n'y a pas de note minimum, et l'un peut venir compenser l'autre. Voilà. Si on a une surperformance sur un test d'anglais, on peut se permettre un test de logique un petit peu plus faible. Est-ce que Mathieu, tu peux nous dire, toi, comment tu t'es préparé sur ces différents tests et qu'est-ce que tu as à donner comme conseil de préparation aux étudiants qui nous regardent ?
Alors pour choisir déjà le plus important, donc pour le Taj Mahal, moi ce que je vous conseille de faire, c'est tout d'abord d'acheter donc le manuel du Taj Mahal. Donc ça se trouve à la Fnac ou dans des librairies, donc c'est un manuel assez conséquent. Mais justement, on a tout dedans, ce qui nous permet vraiment de nous préparer pour toutes les épreuves. Donc pour les tests de logique, il y avait les tests de grammaire, etc. Donc vraiment, c'est un des conseils que je peux donner pour le Taj Mahal et de s'y prendre très à l'avance. Donc bien choisir son support de préparation, Exactement. s'y prendre à l'avance, S'y prendre. notamment du fait qu'on peut le passer plusieurs fois dans l'année et que c'est dommage de ne le passer qu'une fois. On peut le passer une fois par semestre et donc plus vous vous y prenez à l'avance et plus vous avez de passages disponibles devant vous. Exactement, et puis beaucoup d'étudiants le font aussi, c'est-à-dire ils passent un test Taj Mahal du coup un peu en repérage, voilà, parce que la difficulté en fait de ce test-là, c'est vraiment le temps, le timing, donc vraiment apprendre à gérer son temps. C'est vraiment pour ça que même si vous n'êtes pas prêt pour le Taj Mahal, passez-le tout de même pour avoir un petit aperçu un peu de ce qu'est l'épreuve et de la difficulté qui est donc la gestion du temps, parce que c'est vrai que si on le passe pour la première fois, ça peut être très impressionnant. Et pour l'anglais, tu as le même type de conseil, j'imagine? Alors pour l'anglais, je pense que tout le monde s'est un peu préparé, soit dans son université, moi j'avais fait en DUT. Donc déjà les profs nous entraînent là-dessus, on peut aussi acheter des petits manuels, on a aussi des sites internet qui permettent de s'entraîner. Donc moi pour le coup j'avais passé le TOEIC, donc j'ai eu un score de 875, bon il y a mieux aussi. Mais voilà, c'est vraiment préparez-vous, prenez de l'avance et vraiment faites-le plusieurs fois parce que vraiment c'est un entraînement et il faut que ce soit ancré en nous et comme dit, gérer cette partie-là du timing qui peut je pense déstabiliser plus d'un. Très bien. Monsieur Boissin, peut-être un petit mot sur le CV. Vous nous confirmez, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est pas un CV format PDF qu'on upload, Exactement. c'est un CV en ligne, ça s'appelle. Donc c'est des cases à remplir en fait. Tout à fait. On a pré-identifié les éléments qu'on souhaite voir. Donc, on va trouver 3 grandes thématiques, les expériences professionnelles, les expériences associatives et les expériences internationales. J'encourage les candidates et les candidats à tout mettre. Si on a fait du dog-sitting ou du baby-sitting pendant 5 ans, même si ce n'était peut-être pas forcément déclaré, en tout cas, c'est une expérience qui peut nous intéresser à avoir. Vous n'allez pas demander les justificatifs expérience Non, par on ne expérience? demande pas les justificatifs, on fait confiance aux candidats. D'ailleurs, les candidats s'engagent sur un règlement. Si jamais on devait se rendre compte qu'ils avaient menti, cela est éliminatoire. Donc, Alors, je pense que pensais la pas prise à de risque est mentir. quand même… Je pensais plutôt, comme vous le disiez, au babysitting qu'on Non, a fait voilà. pour dépanner ses voisins. Ce que je veux dire, c'est que le candidat nous laisse juge. Il nous met tout. On en a beaucoup qui ont été polyvalents dans de la restauration rapide et qui n'osent pas le mettre. Non, ce n'est pas dévalorisant. Au contraire, mettez-le. Et on en a aussi qui nous disent, moi j'ai fait des choses, mais c'est pas en lien avec mon projet professionnel. J'ai envie de dire pareil, mettez-le. Et c'est pas parce que c'est pas en lien direct, on peut toujours trouver des liens indirects. Peut-être qu'on a appris à travailler en équipe et que le travail d'équipe sera une composante du travail futur. Donc ne vous censurez pas, c'est un peu le message qu'on peut donner là. Le jury, il a un œil expert, il a pas mal d'années d'expérience et donc il sait déceler ce qui fait les points forts d'un candidat. Donc mettez-lui un maximum de choses et ensuite le jury saura faire sa sélection. Et par rapport aux expériences associatives, attention, expérience associative n'est pas forcément égale à expérience entre guillemets humanitaire ou sociale. Vous pouvez très bien être licencié dans un club de sport, avoir organisé une compétition, être capitaine, avoir fait telle compétition, tel tournoi. C'est une expérience associative, c'est une association sportive. Vous pouvez très bien faire un instrument de musique au conservatoire et avoir organisé tel concert, avoir participé à tel concert, avoir joué tel instrument de musique durant un certain nombre d'années. N'hésitez pas à le mettre dans vos expériences associatives. C'est vraiment un atout à mettre en avant. Et puis plus généralement, imaginons que vous avez organisé, je sais pas, un trek, un voyage, un road trip sur 2, 3, 4 semaines. Vous avez été chef scout au sein des scouts. Mettez-le absolument. Donc vraiment, quand on dit expérience associative, c'est toutes les expériences humaines où vous avez soit géré un projet ou alors vous êtes investi personnellement dans une tâche ou une mission. Toi, Mathieu, est-ce qu'il y a un ou deux éléments que tu estimes être des points forts au moment de ta candidature? Est-ce que tu avais de l'expérience professionnelle, internationale, associative? En fait, moi, entre mes études, après mon DUT, j'avais arrêté les cours pendant 1 an, donc ça m'a permis de travailler, de découvrir un peu différents milieux ou secteurs qui pouvaient me plaire. Donc vraiment, c'était pas des emplois, un CDI ou avec des postes importants, mais c'était des expériences comme ça qui ont pu me permettre, je pense, de me démarquer par rapport à d'autres étudiants. Je me suis aussi engagé dans l'armée de terre en tant que réserviste. Je pense que ça aussi, ce sont des petites mentions qui peuvent être importantes. Des méga mentions, tu veux dire? Ouais. Ou des méga mentions, voilà, qui vraiment nous permettent de montrer qu'on arrive à travailler en équipe, qu'on a aussi un peu de discipline, qu'on s'engage aussi pour son établissement, pour ses études, pour son parcours professionnel. Donc toi, tu avais fait une césure professionnelle, 1 an off, où justement tu musclais tes expériences professionnelles pour arriver avec un meilleur dossier pour intégrer Schema.
Bah, Et un bravo à projet toi. plus mûri aussi, Monsieur Boissin. Bien sûr. Les aléas de parcours ne sont pas forcément des choses négatives. Absolument pas. On peut hésiter, on peut avoir redoublé une année de médecine parce qu'on ne savait pas ce qu'on voulait faire. C'est pas du tout rédhibitoire. L'école, elle a justement cette capacité à prendre du recul sur votre parcours. Et nous, on est toujours trop exigeants envers nous-mêmes, j'ai envie de dire. Et on peut avoir raté quelque chose. Tant qu'on en tire un enseignement, c'est positif. Oui, puis on peut juste rater quelque chose. Tout le monde a des échecs dans la vie, c'est pas très grave. Parce que ce que vous allez vendre, c'est aussi votre projet en entretien de motivation au sein de l'école et plus tard. On va passer à la partie suivante. Tout à fait. Les épreuves d'admission. Jingle. Alors, Monsieur Boissin, pour qu'on explique un petit peu aux candidats qui nous regardent, vous avez les épreuves d'admissibilité donc pour tous les candidats qui veulent candidater. Et les candidats qui auraient réussi leurs épreuves d'admissibilité sont déclarés ce qu'on appelle admissibles et ils viennent passer leurs épreuves d'admission qu'on appelle aussi les oraux pour faire au sens large. Les oraux, on l'a dit tout à l'heure, il faut venir les passer sur un des 3 campus français de Schema. Donc, on peut rappeler que c'est à Sophia Antipolis, à Lille ou à Paris, avec des dates spécifiques pour chacun, on l'avait rappelé au début. On a un entretien individuel qui est basé sur le CV projectif. Vous allez nous expliquer ce que c'est parce que c'est un mythe un petit peu ce CV projectif. On a un oral d'anglais LV1 basé sur un article de presse et un oral de LV2 facultatif. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut reprendre point par point et ensuite, nous, on agrémentera de nos conseils. Alors, je commence peut-être par les langues qui va être le plus classique ou le plus simple à C'est expliquer. vous le chef. Donc le candidat reçoit un article de presse, un vrai article qui a été publié dans la presse avec une date limite, pas plus de 5 ans d'antériorité. Et il a 20 minutes pour l'étudier. Ensuite, il va avoir 20 minutes de restitution qui va se passer en 3 étapes. D'abord, une forme de synthèse, c'est-à-dire démontrer qu'il a compris en résumant le cœur du texte. Ensuite, il va le commenter, c'est-à-dire apporter sa propre opinion, sa discussion dessus. Et on va élargir, c'est cette 3e partie qui surprend des fois les candidats, sur une discussion culturelle. Pour nous, à Schema, ce qui est important quand on étudie une langue, ce n'est pas de la maîtriser, mais c'est aussi de s'ouvrir à une autre forme de culture. Donc, on va questionner sur la culture d'un pays, de pays hispanophones, pourquoi l'espagnol, pourquoi l'allemand. Et on va lui tendre la perche sur le sujet qui l'intéresse, mais nous montrer qu'au-delà de la pratique de la langue, il s'intéresse à la culture de cette langue. Est-ce que vous pouvez revenir sur le point de la LV2 facultative? Parce que ça, on a plein de questions là-dessus. Donc, la LV2, elle est vraiment facultative. Personne n'est obligé de la choisir. Et seuls les points au-dessus de 10 sur 20 seront pris en compte. Donc tentez votre chance. Exactement. Avec attention, un tout petit caveat. Si on choisit cette option et que le jour J, on se dit « Ah, je me sens pas, j'y vais pas », on a un 0 et tout 0 à un concours est éliminatoire. Ok, donc Donc on s'engage. on Donc, va il vaut au mieux bout. y aller, avoir 6 sur 20, au Exactement. 1 sur 20. moins, ou 1 Voilà. sur 20. Non Mais- mais blague à part, Mais faut ce n'est pas tenter une sa option chance. qu'on coche au début et puis on se dit « Je verrai le jour J si j'y vais Non, ou parce que pas ». Une derrière, fois il y a qu'on des est engagé, créneaux. on est engagé. Voilà. Ok, donc Faut ça donner sa c'est part. extrêmement clair. Nous, le conseil qu'on peut vous donner là-dessus, c'est lisez la presse. La probabilité de tomber sur l'article que vous allez avoir le jour J, elle est infime. Mais en revanche, s'habituer à lire de la presse, des grands quotidiens anglais, The Economist, le New York Times, etc., non seulement ça vous aidera pour la partie 1, c'est-à-dire lecture de l'article et synthèse. Deuxièmement, ça vous donnera du contenu pour le commentaire de texte. Et troisièmement, ça vous donnera du contenu pour l'ouverture culturelle à la fin. Donc, on peut que vous inviter à le faire. Et ceux qui savent qu'ils sont d'ores et déjà pas très bons, pas très à l'aise, et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de langue, mettez-vous-y dès maintenant. Pour la LV2 facultative, dites-vous que c'est que du bonus, c'est que les points supérieurs à 10. Donc, allez-y. Au pire, vous passez un sale quart d'heure et c'est pas grave. Et on a tous passé des petits moments de solitude dans une langue qu'on maîtrisait moyen. Mais dans la plupart des cas, vous allez avoir une note qui va vous permettre d'avoir des points bonus. Et imaginez que vous soyez le premier recalé. Dites-vous que peut-être en ayant eu un 11 en espagnol, peut-être que vous auriez été le dernier admis. Donc surtout, ne vous censurez pas. Et puis comme vous le voyez, les coefficients, c'est 12 pour l'entretien, 8 pour l'anglais et 2 pour la LVE2, donc c'est vraiment minime, hein. Sachant que les résultats d'admission, c'est la moyenne des écrits, entre guillemets, des épreuves d'admissibilité et des oraux. Donc c'est simplement coefficient 2 sur le total des coefficients. Alors venons-en à ce qui fait le plus L'entretien peur, individuel et le CV. l'entretien individuel avec le CV projectif. Qu'est-ce que vous attendez de vos candidats? Alors, le CV projectif, c'est vraiment l'image de Schema. Le programme Grande École de Schema, c'est Think Forward, penser demain, anticiper. Donc, on demande aux candidats d'anticiper. Ok, vous envisagez de rentrer dans le programme Grande École de Schema, mais pour y faire quoi? Et pour devenir quoi ensuite? Entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous souhaitez être demain, comment on peut vous accompagner dans ce parcours? Donc, c'est un moyen pour nous de nous assurer de notre utilité, de s'assurer que Schema a du sens pour ce candidat. Et puis, ça va obliger le candidat à rentrer techniquement dans notre offre de parcours. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que grâce au CV projectif, on ne choisit pas Schema par hasard.
on est certain qu'il y a un ou plusieurs parcours qui nous permettent d'atteindre nos objectifs et qui nous font envie. C'est aussi un beau moyen de se remettre dans l'esprit d'un concours. L'esprit d'un concours, c'est une forme d'égalité des chances. Donc plutôt que d'utiliser un CV réel, où malheureusement tout le monde n'a pas les mêmes origines sociales, tout le monde n'a pas eu les mêmes chances, tout le monde a une feuille blanche, on est aujourd'hui en 2022, et on va écrire l'histoire des 10 ans qui viennent. Donc on vient recréer aussi un pied d'égalité qui est assez intéressant. Donc là, c'est un CV, un document PDF que l'on crée. Ce n'est pas un CV projectif que l'on remplit en ligne avec des cases. Non, celui-là, il faut le créer. Et cette dimension créative est aussi importante. On le voit, je ne vais pas dévoiler de secret, mais on a quelques candidats qui ont utilisé la fibre créative, la mise en forme, pour vraiment nous bluffer lors des oraux. Bien sûr, un CV, c'est aussi bien le fond que la forme. Pour vous donner quelques conseils de préparation, parce que chaque année, on prépare des centaines de candidats à ce fameux CV projectif. On vous recommande personnellement, c'est beaucoup plus simple de le faire tenir sur une page et de ne pas se concentrer uniquement sur l'aspect formation académique. C'est-à-dire meubler ou enrichissez en tout cas votre CV. Aussi bien, vous pouvez rajouter une troisième langue, vous pouvez rajouter des centres d'intérêt supplémentaires, une ligne associative, des voyages supplémentaires. Et par rapport à vos expériences professionnelles, parce qu'il faut se projeter à 10 ans, ça c'est notre recommandation avec Joachim, on vous recommande de la couper en 3 étapes, parce que généralement une expérience professionnelle en sortie d'école, c'est par tranche de 2 à 3 ans. Donc 3 étapes, enfin une première étape en tant que junior, une deuxième étape en tant que responsable et une dernière étape, donc de la 7e à la 10e année en tant que peut-être que responsable de département ou de directeur d'une filiale ou d'une certaine zone géographique. Donc il faut qu'il y ait une progression dans la hiérarchie si vous choisissez le salariat. Pour les entrepreneurs, et après je vous redonne la parole, Monsieur Boissin, pour les entrepreneurs, pareil, il faut qu'on voit un peu le développement de votre société. Donc, une première V1 les 2 premières années, ensuite une levée de fonds, une deuxième levée de fonds. Il faut qu'on voit à quel point vous vous projetez sur les 10 ans. Je vous redonne la parole. Non, c'est parfait, vous maîtrisez complètement l'exercice. C'est de très très bons conseils. Voilà. Je voulais juste un petit peu aussi dédramatiser les choses. D'abord, ce n'est pas un jeu de rôle. On a beaucoup de candidats qui nous posent cette question. Est-ce qu'on est en 2032? Est-ce que j'ai 34 ans? Non, pas du tout. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous imaginez pour demain? Et deuxième chose aussi qui est très importante, on a le droit à l'erreur. On va peut-être à l'oral dire, écoutez, ce job junior, derrière, ne peut pas directement mener à ce poste de responsable. C'est trop ambitieux, ce n'est pas réel. Ce n'est pas pour ça qu'on met une mauvaise note. On va voir comment le candidat va réagir. Il va nous expliquer comment il a trouvé cette info, pourquoi il a fait l'erreur. Ah, j'avais hésité avec telle autre option, etc. Donc c'est important aussi de dédramatiser. Ce n'est pas le CV absolu, c'est un CV parmi plusieurs possibles qui peut malheureusement avoir des erreurs. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la réaction à l'oral. Donc ça sert juste de base de discussion avec le jury. Ça va plus loin que ça. C'est 80% des questions lors de l'oral seront sur le CV. Trouvez-moi une épreuve où le candidat apporte sur la table 80% des questions qu'on va lui poser. C'est quand même une richesse fantastique. Là, vous leur remettez un petit coup de pression pour dire attention, il faut quand même bien faire son CV. Oui. Donc une bonne manière de bien le faire, c'est d'aller s'inspirer de parcours d'alumni de Schema sur LinkedIn. Et nous, on fait aussi passer des oraux. Et souvent, on dit est-ce que ton projet n'est pas trop ambitieux? Et la meilleure réponse que vous pouvez donner, c'est de dire j'ai vu le parcours de tel alumni qui est un alumni de votre école. Il a justement, lui, suivi ce parcours. Donc, ça me prouve qu'avec Schema, c'est possible. Vous serez d'autant plus à l'aise pour réaliser ce CV projectif que vous aurez été voir les autres vidéos qu'on a tournées aujourd'hui sur l'insertion professionnelle, sur l'international et sur le PGE. Parce qu'un CV projectif réussi, c'est aussi le CV de quelqu'un qui sait ce qu'il attend à Schema. Tout à l'heure, Arnaud parlait d'entrepreneuriat, savoir ce qui m'attend à Schema Ventures si jamais je veux monter mon entreprise. On parlait d'international et de LV3, par exemple. Si je vais sur le campus du Brésil, ça peut être pertinent de parler d'une LV3 portugais. Donc en fait, il faut qu'il y ait une cohérence. Comme vous le disiez, on part d'une feuille blanche. Il n'y a aucun prérequis, vous faites ce que vous voulez, mais juste soyez cohérent et allez au bout de vos idées. Voilà, moi, les conseils aussi que je voulais donner là-dessus. Donc prenez le maximum de notes. À chaque fois, on vous met énormément d'informations, que ce soit dans les slides du PowerPoint qui s'affiche dans votre vidéo, ou alors qu'on vous délivre là dans notre conversation. Dès qu'il y a un point qui vous correspond, que ce soit votre projet ou votre personnalité, vos envies ou ce que vous souhaitez faire au sein de Schema, voire après, notez-le et ça va enrichir votre CV projectif et même votre argumentation ensuite durant l'entretien de motivation. Allez, je vous propose qu'on passe à la partie suivante avec le jingle.
Si jamais vous avez encore des questions par rapport au concours AST1, AST2, n'hésitez pas d'abord à nous poser des questions. Avec Arnaud, on est disponible toute l'année pour vous répondre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et si malgré ça, il reste des questions, on vous a mis des adresses mail ou des contacts téléphoniques que vous pouvez contacter. Après, bien sûr, vous êtes rassuré que l'information n'était pas disponible sur le site ou sur la brochure. Donc d'abord, vous passez par le site et par la brochure, ensuite vous passez par nous, et ensuite, si jamais il faut vous renvoyer vers les contacts appropriés, faites-le. Il ne faut pas que vous ayez peur de poser vos questions, mais il ne faut pas non plus que vous demandiez aux gens de faire les recherches pour vous. Donc n'hésitez pas à solliciter ces personnes qui sont à votre disposition et qui sont là pour que vos concours se passent du mieux possible. On est d'accord là-dessus? Tout à fait, avec une adresse générique, service.concours@schema.edu, que vous avez bien mis sur la slide, qui permet d'éviter de se dire « Ah oui, mais tel campus, c'est telle adresse, etc. » Vous en faites pas, il y a 6 personnes derrière et ça répond. Donc, quelle que soit mon année de candidature et mon campus d'affectation, voilà. On n'a pas distingué les voies de concours, on n'a pas distingué les campus. Parfait. Et n'hésitez vraiment pas à écrire. Il y a beaucoup de candidats qui nous disent « Ah, mais si j'écris, ils vont tout à coup me blacklister ou ils vont se dire que je ne suis pas très sérieux parce que je n'ai pas l'information. » Non, non, pas du tout. Ça n'impacte absolument pas vos chances d'admissibilité ou d'admission si vous posez une question sur le programme, sur le concours, sur une épreuve. Non, au contraire, posez vos questions, il ne faut pas que vous ayez d'incertitude par rapport à votre candidature. Allez, on va passer aux 5 raisons de candidater au concours de Schema avec le jingle. Alors bien sûr, il y a plus que 5 raisons de candidater au programme Grande École de Schema. La première raison, c'est les points forts de Schema. On ne va pas les lister maintenant. On a tourné des vidéos, notamment une vidéo spécifique sur le PGE qui reprend tous les points forts de Schema, et il y en a beaucoup. C'est une école dans laquelle il y a un ensemble d'opportunités énormes, et donc n'hésitez pas à aller consulter cette autre vidéo pour vous faire un petit top 3, top 4, top 5. Le but, c'est pas de restituer la brochure le jour de l'oral, mais c'est d'arriver avec les éléments différenciants pour mon parcours. La deuxième raison qui fait que vous devez absolument candidater pour cette école, c'est que c'est des épreuves de concours identiques au top 5. C'est un test de logique, un test d'anglais et un dossier. Donc si vous candidatez à l'EDEC, à l'EM, il est en fait obligatoire, pour ne pas dire illogique, de ne pas candidater à Schema, tout simplement parce que cette école fait partie maintenant quasiment de la même division que ces écoles-là. Et puis surtout, il faut voir la tendance ou les perspectives de cette école à plusieurs années. N'oubliez pas que Schema est une école ascendante et que d'ici 3, 5, 10 ans, très probablement, ça sera du même niveau que de l'EDEC ou de l'EM Lyon. Donc, postulez absolument à cette école. De nombreuses places avec des profils diversifiés. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de profil type. Chacun doit amener sa spécificité. Le CV projectif est là aussi pour montrer l'immensité des parcours qui sont possibles. Donc, quelle que soit votre filière d'origine, que ce soit de l'éco-gestion, de l'histoire, du sport, ce que vous voulez, n'hésitez pas à candidater. Il y a de la place pour tous les profils. Quatrième raison, il n'y a aucune barrière financière pour pouvoir candidater. 60 € pour les non-boursiers, gratuit pour les boursiers. Bref, il n'y a pas d'excuse. Il suffit de vous inscrire. Quel que soit votre milieu d'origine, vous pouvez totalement financer les frais d'inscription au concours. Et on expliquera ça dans la vidéo du PGE avec M. Boissin. Il y a énormément d'aides de financement pour financer le programme Grande École avec 30% de boursiers au sein de votre école. Donc l'école qui aide le plus ses élèves. Et enfin, l'ambiance lors des oraux. Venez passer vos oraux sur les campus. Même si vous avez un doute, si vous hésitez, venez passer sur le campus. Nous, honnêtement, on a été bluffés par le campus parisien qu'on a découvert aujourd'hui. C'est un campus vraiment exceptionnel. Ouais. Donc, venez passer vos oraux. Quel que soit le campus, vous serez pas déçus. Mais en tout cas, vous allez voir à la fois les infrastructures et à la fois les équipes d'admisseurs qui sont là pour faire en sorte que vous passiez un bon moment. Et d'ailleurs, qui aide à refaire le CV projectif aussi, dont on parlait tout à l'heure. On va vous demander un exercice relativement difficile pour terminer cette vidéo. Mathieu, on va commencer par toi. Un petit mot d'encouragement pour les étudiants qui nous regardent, le mot de la fin. Tu peux regarder la grande caméra qui est devant toi et tu peux t'adresser directement au candidat. Écoutez, moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peu importe votre parcours académique, moi, je viens d'un DUT, je me suis perdu en cours de route, j'ai loupé une année à la fac. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, postulez, même si après, derrière, il y a cette barrière financière aussi qui peut peut-être vous arrêter, foncez, allez-y, il y aura toujours des aides par derrière, on a des prêts étudiants. Donc voilà, moi, tout ce que je vous dis, c'est foncez, surtout que Schema est une étoile montante en ce moment, donc vraiment, n'hésitez pas et tentez votre chance au concours. Merci Mathieu. Monsieur Boissin, on va vous demander le même exercice difficile, 30 secondes, 2 mots de la fin.
Moi, vraiment, l'idée essentielle, c'est de surtout pas s'auto-censurer. Si le programme Grande École de Schema est celui qui répond à vos attentes, et c'est ça qui est très important, c'est de prendre le temps de connaître les programmes auxquels vous postulez pour être sûr qu'ils vous correspondent et qu'ils correspondent à ce que vous cherchez dans l'enseignement supérieur, alors il n'y a aucune raison pour ne pas être admis et intégré. L'oral fait énormément la différence et c'est à ce moment-là que vous allez nous convaincre que nous sommes le meilleur choix possible pour vous accompagner dans l'atteinte de votre objectif professionnel. Merci Monsieur Boissin, merci Mathieu. Pour tous ceux qui nous ont suivis, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. Et d'ici là, on vous dit à bientôt sur les réseaux sociaux. Salut à tous. Salut à tous.